L'homme nouveau, comme décrit par Daniel, est en train de se réaliser. Bien que nous n'ayons pas encore atteint l'homme, la femme ou l'enfant nouveau au sens cosmique du terme, il est évident que de nouveaux êtres émergent dans notre société. Ces individus agissent de manière différente des modèles traditionnels de genre, combinant des traits masculins et féminins tout en restant fidèles à leur genre d'origine. De plus, certains enfants semblent plus matures que leur père tout en restant des enfants. Ces êtres nouveaux résultent d'une mutation acquise tout au long de leur vie grâce à leur connexion avec des expériences expérimentales. L'homme nouveau est donc présent dans notre société, avec des avancées génétiques, de conscience, d'idées et d'orientation réincarnationnelle. Pour différencier l'être ancien de l'être nouveau, l'être ancien est principalement basé sur la mémoire du passé, tandis que l'être nouveau est basé sur la mémoire de l'avenir. L'homme nouveau est donc un être qui réincarne des mémoires de l'avenir plutôt que du passé. Ces êtres ont besoin d'un cadre neuf pour s'épanouir car ils ne correspondent pas au système traditionnel. Leurs idées, leurs philosophies et leurs aspirations sont également différentes, orientées vers l'avenir plutôt que le passé. Par exemple, un enfant nouveau ne cherche pas à devenir un adulte, contrairement à un enfant ancien. L'homme nouveau cherche une amélioration continue plutôt qu'une stabilité basée sur les traditions passées. Ces aspirations sont liées à des mécaniques futures qui n'ont pas encore existé. Il est important de souligner qu'il peut y avoir des parallèles entre ces nouvelles structures et des structures futures. L'être nouveau se distingue de l'être ancien par sa capacité à imaginer une société parfaite sans se baser sur les structures du passé. Contrairement à l'être ancien, qui se réfère constamment au passé pour définir la société idéale, l'être nouveau balaie les éléments traditionnels et ne se limite pas dans sa vision. Par exemple, il remet en question la notion de couple et de famille en imaginant des relations sexuo-affectives non basées sur la possession et la jalousie. Pour l'être nouveau, la fidélité et la limitation des relations sexuelles ne font pas partie de la conception d'une société parfaite, contrairement à l'être ancien. Dans la structure psychologique et psychosociale de l'être nouveau, la jalousie et l'inquiétude n'existent pas. En résumé, l'être ancien réincarne le passé, tandis que l'être nouveau se réincarne dans une vision d'avenir sans les limitations du passé. Dans cet extrait, l'auteur évoque l'évolution de l'être humain vers un être nouveau, qui réincarne des mémoires provenant de l'avenir. Il explique que de plus en plus d'individus ont accès à l'avenir à travers leur sommeil, où ils vivent dans un autre temps et lieu. L'être nouveau cherche à sortir du marasme planétaire en instruisant son corps astral. Progressivement, il finit par rêver d'un monde utopique, qui le connecte de plus en plus à l'avenir. L'humain créera alors des mécanismes pour se transporter dans le temps et l'espace, et s'ancrera dans la société future. Pour garantir ce transport, il doit vivre de manière écologique et intelligente, se détachant ainsi des mécaniques de l'ère actuelle. En épousant les conditions de l'ère nouvelle, il quitte progressivement le XXe siècle et se prépare à rejoindre pleinement l'avenir. Ce que nous essayons de mettre en place ici est anachronique, ce qui signifie qu'il manque une synchronisation temporelle. Cependant, en appliquant cette anachronicité, nous créons des liens énergétiques entre les individus anachroniques futuristes, formant ainsi une société transtemporelle. Cela permet de créer les bases d'un véhicule de transport séraphique, qui nous permettra de voyager non pas seulement sur Terre, mais aussi dans le temps. Pour que cela fonctionne, il est essentiel que les individus aient la capacité de vivre dans un nouvel état d'être. Plus ils sont capables de vivre dans cet état, plus ils se connectent aux individus à travers la planète. Ces connexions se font d'abord à travers des canaux astraux, puis évoluent vers des canaux séraphiques. À terme, cela nous permettra de revenir sur notre passé, de reconnaître les autres individus de notre race et de nous relier à eux. Cette communication avec les autres ne se limite pas à la télévision ou aux tribunes traditionnelles, mais se manifeste également dans notre quotidien. Plus nous nous ancrerons dans le quotidien, plus nous pourrons créer des connexions séraphiques. En vivant ce processus, nous pourrons atteindre un état d'utopisation progressive, où nous serons capables de nous régénérer consciemment et d'être relocalisés dans le futur si notre corps physique meurt. À un certain stade, nous pourrons même voyager dans le temps avec notre corps physique. Le rôle fondamental de l'humanité consciente est de devenir des êtres nouveaux, capables de changer notre avenir apocalyptique en un avenir apothéosique. Il n'y a pas d'apothéose. Si l'humanité choisit l'apothéose, toutes les humanités qui existent dans l'apothéose n'ont jamais existé. Pour la plupart des êtres humains, cela n'a aucun sens, car si cela n'a jamais existé, cela signifie que cela n'existe pas.
Même si vous me présentez d'autres êtres humains qui disent l'avoir vécu, ce n'est pas une preuve, car cela ne signifie pas que c'est réel. Le temps n'est pas fixe et nous ne pouvons pas voyager dans le temps sans une conscience développée. Le passé et le futur n'existent pas réellement, ce sont des concepts illusoires. Il est nécessaire de comprendre que nous devons vivre dans l'instant présent et que notre ego est basé sur des souvenirs, ce qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Les futurs possibles sont créés pour nous manipuler et nous diriger vers un futur désiré. Nous devons nous libérer de ces schémas pour vivre une véritable conscience de l'âme. Les futurs possibles créent un passé fictif dans notre mémoire afin de justifier leur existence. Cette conception collective de l'avenir peut être négative et apocalyptique. Il est important de remettre en question ces futurs possibles et de vivre dans l'instant présent. En l'an 3000, les égos sont fusionnés et l'humanité a la capacité de voyager à travers le temps. Des consciences de l'avenir viennent dans le passé pour influencer les individus à faire des choix politiques afin de retarder le choix de l'humanité entre l'apocalypse et un avenir nouveau. Ces consciences préconisent de préserver l'intégrité de la jeunesse, car la plupart des personnes qui se réincarnent sont des enfants. Ainsi, chaque fois qu'un jeune se suicide, se drogue ou s'autodétruit, c'est comme si cela se passait en l'an 3000 et cela affecte l'avenir de l'humanité. Dans cette conversation, il est question d'un voyage dans le temps depuis l'an 3000. Les protagonistes se retrouvent dans le présent et sont confrontés à des problèmes liés aux mémoires incarnées et génétiques. L'un des amis se suicide, ce qui entraîne la disparition de sa lignée génétique, et cela pose des problèmes pour le narrateur. L'idée est de pouvoir influencer le passé pour éviter ces problèmes et assurer une continuité génétique. Cependant, l'humanité fait face à des traditions et des croyances qui peuvent empêcher cette intervention dans le temps. Il est également mentionné que, dans un futur apocalyptique, les humains auront développé des technologies pour vivre plus longtemps, se soigner facilement et même avoir des parties bioniques. Mais dans un contexte apothéosique, qui n'est pas clairement défini, la technologie ne pourra pas remplacer la conscience. Les individus auront accès à une technologie avancée mais l'utiliseront de manière responsable plutôt que pour satisfaire leur ego. Enfin, il est évoqué que l'aide des êtres provenant de l'an 3000 est nécessaire pour permettre une mutation génétique et une transformation du corps, afin de pouvoir voyager à travers le temps et engendrer les sociétés présentes dans le futur. Cependant, il existe deux mondes parallèles, l'un apocalyptique et l'autre unitaire, où vivent les personnes provenant de l'an 3000. Le texte parle de la difficulté à comprendre des concepts ou des objets que l'on n'a jamais expérimentés. Par exemple, il est difficile pour l'interlocuteur de concevoir la transparence ou la couleur verte. L'auteur souligne qu'il existe des choses provenant du futur que l'humanité ne peut pas encore comprendre, telles que les téléphones ou les lampes électriques. Il explique également que les êtres humains intelligents qui se dévient dans l'astral compliquent les choses pour l'avenir. Enfin, il mentionne que l'être nouveau, qui est une machine à réincarnation provenant du futur, apportera des innovations en utilisant l'expérience du passé, mais également en apportant de nouvelles choses qui n'ont pas encore existé. Dans cette discussion, R aborde l'idée d'un être nouveau capable de créer instantanément dans une société nouvelle. Il affirme que dans cette société, il n'y aurait pas de police, de voleurs, de lois, de limitations sexuelles ou de limites de vitesse. Cependant, il constate que les humains actuels continuent à reproduire les mêmes schémas du passé, en créant des prisons, des centres de désintoxication et des forces militaires. Il exprime son découragement face à cette situation et envisage la possibilité de créer une société nouvelle sur un territoire à part. Il souligne également que malgré les avancées technologiques, il reste encore beaucoup de choses inconnues sur la Terre, et pense que les êtres humains devraient sortir de leur mode de fonctionnement actuel pour explorer de nouvelles possibilités. Dans ce texte, l'auteur évoque la possibilité de diviser la planète entre quelques centaines de milliers de personnes sans querelle. Il parle des êtres anciens qui choisiraient des endroits tels que l'Himalaya, la Floride ou Hawaï pour s'installer. Il mentionne que les êtres anciens, malgré leur capacité à envisager l'avenir, ne peuvent pas créer de nouvelles sociétés car ils sont encore attachés au présent. L'auteur exprime également son désir de partir ailleurs et critique ceux qui s'accrochent à la Terre sans envisager d'autres possibilités. Il souligne la nécessité pour les êtres humains de vivre dans le présent tout en étant conscients qu'ils ne sont pas là pour toujours. Le texte mentionne des individus au Pérou qui sont coincés et ne voient pas comment s'en sortir, tandis que l'auteur, lui, se considère comme un visiteur et peut partir quand il le souhaite. Enfin,
il souligne l'importance de prendre des mesures sérieuses tout en s'amusant, car le temps est précieux. L'auteur suggère également qu'il faut agir maintenant plutôt que de rêver d'un futur meilleur. L'auteur raconte son aventure où, adolescent, il a construit un bateau avec un groupe de jeunes. Cependant, le gouvernement a saisi le bateau pour des raisons inconnues, mais l'équipage a finalement gagné en justice pour le récupérer. L'auteur se rend ensuite à Rimouski pour récupérer du matériel pour le bateau et rencontre un huissier qui apporte une saisie. Malgré cela, l'équipage célèbre et décide de ne pas partir. L'auteur parle ensuite de l'importance de rester ancré dans la réalité et de ne pas se laisser influencer par les problèmes du monde, tout en cherchant à créer un canal séraphique pour préserver leur objectif. Il encourage également les autres jeunes à s'organiser pour être reconnus par les personnes intelligentes de la société. Le texte aborde le sujet de l'énergie et de la façon dont on la gère. Il est souligné que nous mettons de l'énergie dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne, tels que la santé, l'amitié, le travail, les biens matériels, etc. Cependant, il est mentionné qu'il est important de conserver toute l'énergie que nous recueillons et de l'utiliser de manière efficace. Plutôt que de gaspiller notre énergie dans l'esserrement et la dépression, il est suggéré de la canaliser vers des objectifs et des projets qui nous tiennent à cœur, afin d'avancer et d'obtenir ce que nous souhaitons. Cela pourrait être comparé à la construction d'un mur, où chaque fois que nous sommes frustrés, nous devons prendre une brique et continuer à avancer vers notre objectif. Malgré les obstacles et les problèmes qui peuvent surgir, il est important de rester concentré sur notre but et de ne pas se laisser décourager par les crottes de chien sur notre chemin. La clé est de conserver notre énergie et de la diriger de manière productive pour atteindre nos objectifs. Ce que tu dis, c'est que l'écœurement est extrêmement important et qu'il est nécessaire de le remonter. L'écœurement est la force motrice qui pousse l'homme à agir et à faire des changements. Cependant, tu soulignes que l'écœurement doit évoluer pour devenir une intelligence supérieure, au-delà de la simple lassitude des choses. Celui qui se déprime pendant l'écœurement ne parvient jamais à cette étape de l'écœurement-d'écœurement. Au lieu de se plaindre et de laisser sortir son énergie, il faut être capable de le supporter et de canaliser cette énergie pour provoquer des changements positifs. Une fois cette étape franchie, l'écœurement commencera à s'estomper car l'énergie aura pu passer suffisamment pour que l'individu soit suffisamment connecté à son intelligence et à sa volonté pour exprimer ses idées et agir sans être écœuré.